Salut tout le monde. En Suisse, certaines personnes se sentent acculées par la société au point de décider d'aller vivre seules dans la forêt. Alors est-ce que l'oppression du froid, de la faim, est-ce que ça vaut mieux que l'oppression de nos institutions? L'anthropologue et écrivain biennois Antoine Rubin a rencontré 3 de ces hommes des bois, il en a fait une thèse et il vient d'en faire un roman. Et je l'appelle tout de suite parce qu'avec le froid qui arrive, je pense que ça mérite un zoom. Antoine Rubin, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré 2 quadras et un septuagénaire qui ont décidé de planter leur tipi, leur tente, leur cabane au milieu des bois en Suisse romande, mais vous tenez évidemment les lieux un peu secrets. C'est 3 parcours de vie très différents, mais est-ce qu'il y a des raisons communes de décider de choisir ce mode de vie rude et radical? Ce que je peux dire de manière générale, c'est que dans ces trajectoires, elles sont marquées notamment par des ruptures. Rupture familiale, rupture conjugale, rupture avec le monde du travail. Et au-delà du coup d'une trajectoire qu'on pourrait qualifier d'individuelle, en fait, on se rend compte que c'est des ruptures avec des institutions normalisantes que la société suisse promeut ou normalise. Et donc ces institutions sont extrêmement fortes. Je prends par exemple le cas du travail. La question du travail est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'elle est normalisante, que tout le monde a un métier. Et on voit qu'il y a tout un lexique aussi qui se crée autour des gens qui sont à l'aide sociale en tant que parasites, abuseurs, etc. Or, les personnes que j'ai suivies ont eu ces parcours de rupture avec le travail et puis se sont inscrites dans des programmes d'aide étatique, ont été bénéficiaires d'abord du chômage, ensuite de l'aide sociale. Et comme le montre par exemple le sociologue Jean-Pierre Tabin à Lausanne, les personnes qui se retrouvent sous le régime d'aide étatique sont constamment rappelées à leur place de pauvres, à leur place de personnes qui sont dépendantes, et on va gérer à travers une gestion très intimiste leur choix de vie, où ils vont habiter, comment gérer leur argent, etc. Donc ça, c'est des expériences que les personnes ont vécues ce statut en fait disqualifiant à répétition, et au final ont décidé de se réapproprier leur existence, de trouver du pouvoir face à ces formes de pouvoir en fait dominantes de la société, et ont fait le choix d'aller dans les bois. Donc ça, c'est les raisons, on pourrait dire plutôt déterministes. Et au-delà de ça, il y a toute une question de modèle, de ressources, de sous-culture, par exemple, la culture punk qui a été extrêmement importante, ou les valeurs autonomes, anarchistes, qui ont permis de forger pour ces personnes des modèles de résistance qui les ont amenés petit à petit à vivre dans les bois, parce que dans les bois, en fait, il y a une absence de jugement, il y a une absence de normalisation de la société directe qu'on pourrait vivre en ville. Antoine Rubin, vous expliquez bien qu'ils ne vivent pas totalement en ermite. Il y en a qui font des petits boulots, il y en a un qui est encore ou de la récup, il y en a un qui est encore à la VS, l'autre à l'AI. Mais ils ont décidé quand même de s'extraire en bonne partie de cette société qui juge dominante, oppressante, mais pour une autre oppression quelque part, c'est celle de la nature, du froid, de la faim, pas d'électricité. Est-ce qu'on ne troque pas une oppression contre une autre au final? Moi, je peux donner un exemple en fait d'une personne que j'ai suivie. Quand j'ai démarré mon enquête, je me suis retrouvé, j'ai été à la rencontre d'une personne de 71 ans, donc qui est à la retraite et qui vit dans une tente de camping. Au moment où je rencontre cette personne, elle s'est blessée, elle a eu un accident et elle a un genou, une jambe immobilisée. Donc voilà, elle s'est blessée au genou, elle est immobilisée, elle ne peut pas sortir de sa tente. Donc moi, je me retrouve à démarrer mon enquête et puis très vite à apporter de la nourriture, à apporter des ressources, parce que en fait cet homme ne voulait absolument pas rentrer en ville pour se faire soigner. C'était pas possible pour lui. Il disait qu'il préférait mourir dans les bois plutôt que de rentrer en ville et puis d'être repris en fait dans toute cette toile d'assistance sociale, de médicalisation, etc. parce qu'il avait peur qu'on lui enlève en fait cette liberté de retourner dans les bois par la suite. Donc on voit que en fait cette rudesse de l'existence à ce moment-là est quand même préférable à une autre rudesse. Ouais, ça nous pousse à nous interroger sur ce qui est supportable ou non quelque part. Antoine Rubin, vous écrivez que voilà, le fait de vivre dans les bois, dans la nature, seul peut-être, ça fait que ces gens créent une sorte de leur propre spiritualité, leur propre philosophie. Comment ça se traduit?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la société dans laquelle on vit a créé une distinction entre ce que serait la civilisation et ce que serait la nature. Et moi, ce que je constate, c'est que ces personnes qui vivent dans les bois au quotidien développent une cosmogonie qui est totalement différente parce qu'en fait, elles sont en contact avec des non-humains continuellement, avec des animaux, avec la forêt elle-même qui est vivante, qui devient une entité en fait agissante. Et du coup, dans ce quotidien, il y a un dialogue avec les non-humains qui se fait continuellement. Et puis, voilà, qui amène à une forme de spiritualité, à une forme de philosophie, en fait, qui serait différente du matérialisme, qui fait de la nature un lieu que l'on exploite ou que l'on protège, mais qui n'est en tout cas pas un lieu où l'on vit. Alors que pour ces personnes, c'est un lieu où elles vivent. Et donc, il y a vraiment voilà, cette cosmogonie qui se développe avec des ressources provenant d'autres cultures, imaginez, que ce soit dans le cas d'une personne les Celtes, dans un autre les Nordiques, et donc des modèles de société, de communauté qui sont ressources en fait et qui ont développé d'autres liens avec la nature. Ouais, faire une nouvelle cosmogonie, c'est faire un nouveau mythe, un nouveau récit du monde, de l'univers qui nous entoure. Antoine Rubin, dernière question, ces marginaux que vous avez rencontrés qui ont inspiré, qui ont fait que vous avez pu faire une thèse et qui ont inspiré votre roman Mémoire d'une forêt, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'ils regrettent avec le froid qui arrive surtout? Ou est-ce qu'ils assument? Enfin voilà, est-ce que vous avez des nouvelles? Alors, bon déjà, par rapport à ce terme de marginaux, moi j'aime bien plutôt les penser comme des personnes qui vivent dans des interstices. Voilà, pour pas justement les replacer à la marge de ce centre qui provoque du pouvoir. Donc pour moi, c'est des personnes qui vivent dans des interstices et qui ont trouvé des modalités de résistance et de débrouillardise en fonction de leur trajectoire et qui du coup se sont aménagés des existences vivables. Alors effectivement, le froid arrive, ces parcours sont marqués par des difficultés, mais je ne crois pas qu'elles sont dans le regret parce que c'est on peut dire que c'est on peut dire que c'est le choix le moins pire en fait, le moins dommageable pour elles. Donc à un moment donné aussi, après ces 2 ans passés sur le terrain, j'ai aussi fait le choix de les laisser dans leur parcours de vie. Donc je peux pas dire exactement maintenant où elles en sont. La vie est faite qu'elle est toujours mobile, modulable. Mais je crois qu'elle continue de vivre dans les bois et d'assumer cette existence. Merci Antoine Rubin. Merci à vous. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse quelques conseils lecture. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, restez bien au chaud.